la paix du monde est menacée, quand on a vraiment plus le choix, on fait appel à eux. Question. Est-ce que comme James Bond, on a la licence de Kelly? La France est fière de vous présenter ses 2 meilleurs agents. Ah, la honte, comment il est arrivé dernier? Pardon? Plus fort que la CIA, plus dangereux que le FBI, le KGB et le MI5 réunis. Ils sont suréquipés, ils sont surentraînés. À partir de maintenant, c'est plus toi contre moi. C'est toi et moi contre il. Ils n'ont qu'une seule mission, se souvenir de leur mission. Preview. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un service qui est pour moi le game changer d'il y a quelques années. Qui répond à un vrai besoin de la part de nos clients. Mais bien sûr. L'accès à des services pass via une IP privée. Et pour me permettre de vous expliciter ce service-là de manière très simple, j'ai la chance d'être accompagné d'un CSA Core Infrastructure chez Microsoft. J'ai nommé Julien. Salut Julien. Salut Philippe. Moi, ce que je propose pour tout le monde, c'est qu'on attaque. C'est parti! En introduction de cette vidéo, je vous disais que le service Private Link était un service qui était un game changer. Je maintiens ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'historiquement, dans Azure, quand vous aviez une VM, vous aviez obligatoirement associé à celle-ci une IP privée, mais de manière facultative, et je dis bien facultative, vous pouviez lui adjoindre une IP publique. Mais d'un autre côté, dans Azure, l'inverse était vrai pour les services pass. C'est-à-dire que tous les services pass avaient obligatoirement une IP publique, mais pas d'IP privée. Et ça engendre une problématique qui est assez forte en termes de sécurité. C'est-à-dire que votre base de données SQL, votre site web, votre stockage contenaient toujours des données qui étaient critiques pour l'entreprise, mais qui étaient accessibles théoriquement, publiquement. On pourrait nous répondre, oui, mais il y avait un firewall. Ok, mais les paramètres d'un firewall, ça se change. Et Private Link avec Private Endpoint répond à un besoin très simple, qui est de dire, je veux accéder à mes services pass, non plus depuis leur IP publique, mais bien depuis leur IP privée. Alors c'est vrai que Private Endpoint couvre cette problématique pour la quasi-intégralité des services pass Azure, mais il ne faut pas oublier que 2 d'entre eux, tels que les Web App ASE et SQL Managed Instance, pouvaient auparavant être intégrés dans un VNet de manière native et avaient donc une adresse IP privée. Sans avoir d'adresse IP publique d'ailleurs. Exactement. Maintenant qu'on vous a montré l'intérêt de ce service Private Endpoint, qui est ni plus ni moins qu'une déclinaison du service au-dessus qui s'appelle Private Link, on va parler des différents cas d'usage que peuvent rencontrer les clients de Microsoft dans l'utilisation d'un Private Endpoint au quotidien. Et justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples, Julien? Oui, bien sûr. Alors moi, au quotidien, ce que je vois, c'est surtout 3 cas d'usage majeurs. Le premier, je dirais qu'il repose vraiment sur le caractère privé du Private Endpoint, comme on l'a présenté juste avant, étant donné que l'on donne un accès via une adresse privée à un service de type PaaS. Cela nous permet de ne pas exposer publiquement ce service, ou tout du moins de réduire la surface d'attaque. En effet, on peut complètement bloquer l'accès à l'IP public en bloquant tout le trafic via le firewall. Ensuite, dans la continuité du premier point, je dirais que Private Endpoint supporte le trafic venant d'utilisateurs, qu'ils soient humains ou de systèmes on-prem, notamment via des services type VPN ou encore ExpressRoute. On a donc un trafic qui est complètement privé, de bout en bout, qui ne passe jamais par l'Internet public, et on s'assure dans un même temps qu'il prend un chemin optimal vers le service pass. Et donc cela me fait dériver sur le 3e cas d'usage. Qui dit chemin le plus court dit meilleure latence. Donc typiquement pour des entreprises qui vont avoir un besoin critique de temps de réponse bas ou de temps de réponse constant, Private Endpoint sera tout indiqué. Étant donné qu'on bloque l'accès à l'IP public et qu'on s'assure de rester dans le réseau Microsoft, on va diminuer le nombre de bons et on va s'assurer d'avoir une latence optimale. Sur le schéma qui apparaît sur ma tablette, vous voyez qu'à ma gauche, j'ai un réseau virtuel Azure. Dans ce réseau virtuel, j'ai des VM. Et ces machines virtuelles, elles vont pouvoir accéder à un service pass qui est représenté à droite comme une base de données managée SQL via le Private Endpoint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un Private Endpoint, c'est ni plus ni moins que 2 services Azure. Le premier, c'est un service qu'on appelle le Network Interface Card. C'est une IP privée. Et le deuxième service Azure, c'est une zone DNS privée qui va être rattachée, encore une fois, à cette fameuse carte réseau, cette IP privée. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette zone DNS privée va pointer sur le nom de domaine public
de mon service pass. Et là, vous avez compris une différence fondamentale avec octroyer une IP privée à un service pass et le fait de le rendre accessible depuis une IP privée. C'est deux concepts différents. Donc vous l'avez compris, le Private Endpoint donne un moyen supplémentaire d'accéder à un service pass via une IP privée, mais ça n'attribue pas d'IP privée à un service pass. Alors, ce qu'il est important de noter ici aussi, c'est que le service pass, bien qu'il ait un point d'accès privé, il va conserver son IP public ainsi que son nom de domaine public. Je vois dans ton schéma, Philippe, que tu as fait une flèche verte dans un sens donné, ce qui est absolument représentatif de la réalité. Le Private Endpoint est unidirectionnel. C'est-à-dire que si, par exemple, la base de données SQL veut, elle, accéder à la VM, elle va devoir le faire via son adresse IP publique. On vous a concocté une petite démo aux petits oignons. Quel gâchis, je te jure. C'est la vie de ma mère, ça me fait de la peine. Alors concrètement, ici, dans le portail Azure, ce qu'a fait Julien, c'est qu'il a créé une VM qui s'appelle MyDemoVM. Cette VM, elle va vouloir se connecter à une base de données qui s'appelle MyDemoDB au travers d'un serveur managé par Microsoft qui s'appelle MyPlink Demo-serveur. Donc s'il clique dessus, automatiquement, on va voir sur la droite que ce serveur-là qui est managé par Microsoft et qui héberge ma base de données managée, il a un nom de domaine public. Et là, ce qu'on va amuser à faire, c'est faire un NSLOOKUP de ce nom de domaine public. Et vous allez voir que ça va nous renvoyer une IP publique. Et donc maintenant, comme l'a dit Philippe, je vais faire un NSLOOKUP sur ma base de données SQL et on va voir que cela nous renvoie une adresse IP publique. Ce qui veut bien dire que si ma VM qui est dans Azure, elle a besoin d'accéder à un service pass, quand bien même ce service pass serait vraiment à côté d'elle physiquement dans nos data centers, il faudrait dans cette logique qu'elle sorte sur Internet pour accéder à l'IP public de mon service pass pour re-rentrer dans Azure. Donc vous voyez bien que ça n'a aucun intérêt technique. Mais c'est pas possible, mais dis-moi que je rêve, c'est pas vrai. On est au XXe siècle, c'est pas vrai. C'est là où le Private Endpoint va rentrer en jeu. Alors, on a plusieurs moyens de créer un Private Endpoint. On pourrait le faire directement depuis la base de données SQL, mais on a décidé de passer plutôt par le Private Link Center, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les Private Endpoints et de tous les Private Links qui sont déployés et déployables dans notre environnement. Donc, à partir d'ici, je vais dans la section Private Endpoints et je peux créer directement un Private Endpoint. Je choisis le resource group dans lequel je veux le créer. Je lui donne un nom, MyPI par exemple, qui sera en North Europe parce que ma souscription est en North Europe. Et ensuite, je peux sélectionner le type de ressource. Et là, vous voyez toute la puissance du service. Pourquoi ? Parce qu'il est compatible justement avec plein de ressources Azure. Par exemple, si vous avez de la containerisation à privatiser en accès, si vous avez des bases de données MySQL, Postgre, de l'IoT, des clusters Kubernetes, etc. En fait, Private Endpoint, c'est vraiment un service qui s'adresse à pratiquement l'intégralité des services pass Microsoft. Merci Philippe. Donc à partir de là, moi je vais venir sélectionner le type de ressource avec lequel on travaille actuellement, c'est-à-dire ma base de données SQL. Cela va venir récupérer automatiquement l'ensemble de mes bases de données SQL présentes dans le ressource group que j'ai donné dans l'onglet précédemment, qui est MyPinning Demo Server. Dans l'onglet suivant qui s'appelle Virtual Network sur votre écran, vous allez voir qu'on va pouvoir intégrer le Private Endpoint à un subnet qui est lui-même partie intégrante d'un VNet. Et pour y parvenir, il suffit d'intégrer ce fameux Private Endpoint qui est représenté, pour rappel, par une NIC et par une zone DNS privée dans un subnet qui s'appelle Default. Et ce subnet Default, pour info, il est déjà utilisé par ma machine virtuelle, ce qui va permettre à la machine virtuelle MyDemo d'accéder à mon service pass directement depuis un Private Endpoint qui est dans son subnet. Mais sachez un point, c'est que les Private Endpoints sont gérés au niveau peering. Dernier point, on peut rendre statique l'IP privée de la NIC qui représente et qui est incluse dans mon Private Endpoint en cochant la case que vous voyez sur votre écran. Donc ensuite, on passe à l'onglet suivant qui s'appelle DNS. Et on va voir ici que automatiquement, notre Private Endpoint va être intégré avec une nouvelle zone DNS privée dans laquelle on viendra créer un nouvel alias pour cette base de données pour pouvoir accéder à l'IP privé. Et à noter que ça n'enlève pas l'ancien alias ou l'alias plutôt actuel vers le nom de domaine public du service pass. Il en rajoute un supplémentaire pour le rendre accessible justement depuis mon fameux Private Endpoint. Et donc à partir de là, il ne nous reste plus qu'à créer le Private Endpoint.
La création va prendre quelques minutes. 1 minute later. Et après ces quelques minutes, on va pouvoir venir tester l'accès à la base de données SQL via une IP privée. Alors maintenant que le Private Endpoint est créé, on est de retour dans MyDemoVM pour faire un nouveau NSLOOKUP sur le même nom de domaine et on reçoit maintenant une adresse IP privée. Cette fameuse IP privée en 10.0.0.5 va nous permettre d'accéder à ma base de données managée par Microsoft de manière sécurisée, mais en plus avec une faible latence. Et comme on le voit à l'écran, Azure a créé une nouvelle zone DNS privée en Private Link. Alors toujours dans la même machine virtuelle, j'ai maintenant lancé SSMS et je vais venir me connecter à la base de données SQL en utilisant son adresse IP privée. Donc comme Philippe l'a dit, 10.0.0.5, je rentre mon mot de passe et je me connecte. On voit maintenant que j'ai réussi à me connecter à ma base de données SQL via son adresse IP privée 10.0.0.5 et je peux venir même chercher la base de données MyDemoDB qu'on vous a montré au début de la démonstration. Un dernier point concernant ce qu'on vient de vous expliquer, c'est que mixer un Private Endpoint avec ce qu'on appelle les identités managées, ça va permettre à deux services Azure non seulement de communiquer de manière privée, mais en plus de se faire confiance, de créer une relation de confiance entre les deux. Ça fera l'objet, je pense, d'une autre vidéo, les identités managées. Vous l'avez compris, avec Julien, on est fan du service Private Endpoint, qui est ni plus ni moins qu'une déclinaison d'un service plus large qui s'appelle Private Link. Et justement, Private Link permet aussi de publier vos propres services PaaS en tant que client, et même de publier ces services PaaS via la marketplace. Et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, merci Julien. Merci Philippe.